Salut les décrochés! Attachez bien vos ventrales, ça va décoiffer, je vous préviens. Aujourd'hui, on part découvrir le speed flying avec Alexandre Mule. Nous allons parler de son parcours de pilote, du matériel, de l'apprentissage ou encore de la sécurité, et il va te donner quelques conseils si tu souhaites t'y mettre. Mais avant ça, je souhaite remercier l'Hôtel des Horlogers dans le Jura suisse pour nous avoir incroyablement bien accueillis pour enregistrer cet épisode. Au-delà du lieu et de l'architecture exceptionnelle, c'est toute une expérience au cœur de la nature que vous vivez. Pour des séjours sport, détente ou professionnels, vous trouverez votre bonheur. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Mule. Bonjour Alexandre, nous sommes aujourd'hui dans le Jura suisse, pas très loin de chez toi. Merci d'avoir accepté de te livrer lors de cet épisode, que je souhaite d'ailleurs commencer en te laissant te présenter librement et comme tu le souhaites à nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas. Merci à toi de m'accueillir. Alors, moi, c'est Alexandre. Je suis de Nice à la base, donc un petit Français expatrié en Suisse depuis 7 ans bientôt. Pour toute la partie un peu scolaire, j'ai fait mes études à Toulouse et je faisais du parachute en fait à la base. Et j'ai migré en Suisse pour le travail et c'est là qu'a commencé un peu l'aventure du speed flying. Alexandre, lorsque tu ne dévales pas les pentes, tu travailles dans la finance. Et tu as dit lors d'une interview que tu as donnée, et c'est ma propre traduction depuis l'anglais, que tu travailles dans la finance, c'est une bonne manière de gagner sa vie. Mais c'est à l'opposé de l'état d'esprit et de l'éthique du speed flying. Quelles sont ces valeurs du speed flying dont tu parles et pourquoi est-ce que tu dis ça ? Là, niveau éthique, on est sur l'opposé, en effet. Le côté bancaire, justement, c'est un milieu, disons, qui bouge un peu, mais ça reste un travail de bureau, donc assez calme. Et à côté de ça, le speed, qui est quand même un milieu extrême, ça va m'apporter justement mon petit plaisir personnel. Et ça fait un équilibre que je trouve qui, moi, me convient bien. Et justement, quand j'en parle à mes amis, c'est toujours... quand je parle de mon travail à mes amis de speed, ils vont me dire « mais c'est quoi ce travail ?» Et quand je parle justement de mon sport à mes collègues de travail, ils sont là « mais c'est quoi ce sport ?» Enfin, personne justement ne comprend un peu qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais moi je m'y retrouve et ça me permet justement de garder un bon équilibre, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, en mêlant les deux activités comme il me convient. Et justement, avant le speed flying, tu as un long passif de parachutiste. A priori, tu as commencé à l'âge de 16 ans. Tu en as pratiqué pendant 8 ans avant de découvrir le speed flying. Peux-tu nous raconter brièvement ton expérience de parachutiste ? Quelle discipline as-tu pratiqué ? Et comment cela va t'aider plus tard en tant que speedeux ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Alors moi j'ai la chance justement, ma famille a un appartement qui est à Emporia-Brava, donc c'est dans la côte en dessous de Perpignan, et où il y a un grand centre de parachute, et j'ai toujours été là petit à regarder les voiles, mais j'étais pas du tout attiré par ce sport, je faisais du tennis, enfin j'étais pas du tout dans ce milieu, et un jour pour mes 15 ans, ma mère m'a proposé un biplace, donc un tandem du coup en parachute. J'étais un peu réticent au début, mais je me suis dit allez, pourquoi pas. Et ça a été le déclic, comme beaucoup de personnes, je pense, qui ont déjà fait un saut en parachute ou autre. Et à partir de là, j'ai voulu faire ça tout le temps. Donc l'année d'après, j'ai fait ma PAC, donc qui est la formation, en fait, un peu le permis pour faire du parachute. Et depuis donc 2012, j'ai pu faire 600 et quelques sauts. Répartis, c'est pas un grand nombre, mais répartis sur 6-7 ans, avant de commencer le speed flying, justement. Et j'ai fait beaucoup, justement, un peu de free fly, donc toute la partie un peu libre, qui justement relativement au speed flying s'accorde en fait, plus que s'il n'y a pas beaucoup de théorie, enfin c'est beaucoup plus artistique, et un peu de wingsuit, donc les combis volantes qu'on connaît, pas de falaise malheureusement, ou pas, parce que bon, ce serait peut-être un projet dans les années à venir, mais un peu de wingsuit et du free fly. Et j'étais justement beaucoup attiré par la partie sous voile. D'où en fait cette transition vers le speed, parce que la partie sous voile c'était pour moi vraiment la partie que j'adorais, parce que c'est ce qui dure le plus longtemps en fait. Un saut en parachute c'est 5-6 minutes, donc 1 minute de chute et 5 minutes de sous voile, donc autant profiter de la partie qu'on aime le plus. Et là justement la partie sous voile, de pouvoir en faire tout le temps en plus dans les falaises, enfin dans un milieu justement naturel, en nature, c'est vraiment ce qui m'attire vers ce sport, et c'est pour ça que j'ai commencé. Et justement, peux-tu nous raconter un peu la transition vers le speed ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? A priori, j'ai bien compris, c'est une vidéo qui t'a donné envie de te mettre au speed flying. C'est beaucoup de choses, hein. À la base, c'est justement la pratique du sous-voile en parachute, et après beaucoup de vidéos justement en fouinant sur le net, les vidéos que tout le monde a pu voir à l'époque, de noms assez connus.
Et aussi en voyant en vrai, en fait, en station de ski. J'avais justement vu quelqu'un en faire et je me suis dit, ça a l'air incroyable ce truc-là. Et je me suis dit, ça y est, c'est mon sport. Et donc j'avais commencé avec un stage l'hiver à Morzine, donc en 2018, l'hiver. Donc de 2 jours, donc un petit stage justement pour commencer. Et puis l'idée m'était un peu passée, donc j'avais laissé ça de côté, j'avais continué ma vie. Et un jour au travail, j'avais un peu de temps libre, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais fait ça cet hiver, et si je m'achetais une voile? Et du coup, bah, sur un coup de tête, ouais, je me suis acheté mon matos pour débuter, et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc justement, plongeons petit à petit dans cet univers de speedflying. Parmi les auditeurs, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Peux-tu décrire avec tes propres mots ce que c'est que le speedflying? Alors le speedflying, moi, comme je le décris toujours, c'est le parapente, on voit ça comme voyager de montagne en montagne, et là ça va être un peu l'opposé, donc ça va être un peu coller le sol, et ma métaphore c'est un peu le style de vol des wingsuits, donc un peu du vol balistique près du relief, donc on va aller beaucoup plus vite qu'en parapente, avec des ailes beaucoup plus petites, et le but ça va pas être du coup de voyager, ça va plus être de coller le relief avec des vols beaucoup plus courts, plus de sensations, plus de rapidité, plus de nervosité, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, avec ton expérience, est-ce que tu penses qu'il est plus simple de se mettre au speed en étant de base parachutiste ou bien parapentiste? Alors là, Et pourquoi? c'est la grande question. Là, il y a 2 écoles. Il y a l'école. Moi, je viens du parachute, donc moi, je défends ma cause parce que je venais justement. Enfin, j'avais quand même beaucoup de sauts, enfin beaucoup de sauts entre guillemets. Je volais une 120 pieds carrés, ce qui fait 12 mètres carrés. Et du coup, c'était l'équivalent en fait de ma vol de speed que j'ai commencé avec une 11 mètres. Donc la différence n'a pas été flagrante. Mais quelqu'un qui fait du parachute et qui a une centaine de sauts, il vole pas du tout avec ces tailles-là. Et du coup, la transition sera trop brutale. Donc il y a la partie parapente qui apporte le côté proche du relief et le côté décollage, et la partie parachute qui apporte le côté vitesse et le côté maniabilité de l'aile. Donc les deux sont entre guillemets bien. Le parapente, on va dire que ce serait quand même le mieux parce que les parties les plus délicates sont le décollage et l'atterrissage. Mais après, tout ce qui est vol, bah, la maniabilité de l'aile, on va gagner en faisant du parachute. C'est 2 écoles et si je devais en recommander une, ce serait quand même le parapente. Et tu n'as pas regretté justement aujourd'hui d'abandonner le parachute? En parachute, j'en fais plus trop. La dernière fois que j'ai volé, enfin la dernière fois que j'ai sauté du coup, sinon je vais me faire taper dessus. C'était il y a 2 ans en Norvège. On peut pas tout faire, c'est des sports qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'argent surtout pour le parachute justement. Et c'est justement le choix de voler plus avec l'aile que de chuter. Et moi, le speed me convient mieux sur ce côté-là. Et du coup, j'ai décidé un peu d'arrêter le parachute, même le parapente que j'ai commencé entre deux, du coup, après avoir commencé le speedflying, et qui ne me convenait pas pour d'autres raisons. Mais du coup, maintenant, c'est full speed. Ouais. Alexandre, dans les vidéos les plus vues sur les réseaux, on voit des vols, par exemple dans des canyons, etc. Or, je pense qu'il y a d'autres manières de pratiquer. Donc, est-ce que c'est que ça le speed flying ou est-ce que c'est aussi ça peut être autre chose? Bah, les vidéos qu'on voit, c'est sûr que celles où il y a entre guillemets du buzz, c'est les vidéos un peu extrêmes comme tout, mais c'est pas que ça justement le speed. Le speed, c'est justement c'est voler et on n'est pas obligé. Et au contraire, je déconseille de voler justement dans ces conditions. Le voler justement, c'est cool quand on est avec de l'espace où on peut s'amuser, où justement on peut être en sécurité, et surtout quand on commence. Donc c'est du vol de pente. C'est comme ça que ça s'appelle à la base le speedflying, c'est vraiment du vol de pente. Donc on vole le long de la pente, on frôle les herbes, on frôle les lapins et on s'amuse et il n'y a pas d'obstacle, on est libre. Il y en a qui vont préférer être dans des trucs un peu plus étroits, faire des tonneaux près du sol, etc. Mais chacun met son curseur de risque où il veut et le speedflying c'est avant tout justement être libre, voler, un peu comme en parapente mais avec ce côté plus nerveux, plus dynamique qui est vraiment sympa à retrouver en speed. Est-ce que les pentes qu'on peut retrouver dans des prairies toutes paisibles suffisent pour le speed? Est-ce qu'il y en a Bah, un peu les plus, pentes de Clermont-Ferrand, je ne sais pas si elles suffisent, mais une toute petite pente, maintenant, ils font des ailes justement qui sont un peu justement dérivées du speedflying. Donc on va être sur des tailles entre 10 et 13, mais avec énormément de caissons. Donc par exemple, à titre informatif, 60 caissons pour une 10 mètres. Donc c'est énorme et on va Ouais. avoir une aile qui plane énormément et du coup qui peut en fait glider sur des pentes avec une finesse très élevée. Là pour le coup de l'ordre de 7-8 à pleine vitesse, comme si on était full bar sur une aile de parapente. Et ça va être un autre type de vol par exemple qui est justement très sympa où bah il n'y a pas d'obstacle, on est sur du vol très plat mais on va très vite et du coup c'est incroyable et c'est une autre pratique qui est tout aussi bien.
Ça donne très envie de tester. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la classification du speed flying, on est un petit peu dans le flou. La fédération gère, donc la FFVL, Fédération française de vol libre, gère les activités de parapente qui regroupent plusieurs disciplines. Parmi elles, il y a le speed riding, donc qui mêle vol et ski, ainsi que les mini-voiles qui englobent, d'après ce que j'ai compris, le speed flying. Peux-tu nous aider à mieux situer le speed flying en tant que discipline ? Et voilà, est-ce considéré qu'une activité de parapente, on est licencié en quoi auprès de la fédération quand on pratique du speed flying? Alors moi, je suis pas un expert de tout ce qui est législation, mais pour essayer de résumer un peu tout ça, il y a 3 catégories plus ou moins pour catégoriser les ailes. Donc on a tout ce qui est parapente, ce qui va aller de 25 plus à environ 20, en fonction du PTV bien sûr. Après, on a tous la partie mini-voile, donc entre 18 et 14. Et après, toute la partie speed qui est en dessous. Ça, c'est en termes de la vue des gens. Mais après, en termes de législation, de mes connaissances en tout cas, le speed est du parapente et le mini-voile sont du parapente. Donc tout ça, c'est la même famille. Et donc à partir de là, le speed est dans la catégorie des parapentes, que ce soit en termes d'assurance ou d'autres pratiques. Mais en termes de, si on dit à quelqu'un je fais du speed et je suis en 18 mètres, il va se dire ah c'est pas du speed, c'est plus de la mini voile. Et si on dit je fais de la mini voile et je suis en 12 mètres, bah, après il y a des nouveaux modèles, il y a plein de nouveautés sur le marché qui font qu'il y a des ailes typées speed qui vont plus ressembler à de la mini voile, mais de manière générale on va parler par rapport à la taille des ailes. Eh ben, tu me fais la transition parfaite pour les prochaines questions qui concernent le matériel lorsqu'on fait du speed. Quelle est l'amplitude, enfin la plage de surface de voile de speed flying et comment est-ce que la surface va-t-elle influencer la pratique? Et puis de manière générale, comment est-ce qu'on choisit la surface de sa voile? Du coup, parce qu'en parapente, on parle de PTV. Donc voilà, comment est-ce qu'on s'y prend en speed? Justement, en parapente, on a tout ce qui est PTV, donc je veux dire 55, 75, 80, 100, etc., qu'on va choisir par rapport à son poids. On pourra pas prendre, si on pèse 100 kg, on ne pourra pas prendre une aile dont le PTV est 50-70. Par contre, en speed, du coup, ça va plus être par rapport à la taille de l'aile en fonction de le niveau qu'on a. Donc, si on commence par rapport à son poids, on va prendre plus une aile dans les 16-13 mètres carrés, qui va être plus docile, qui va aller plus doucement, qui va permettre de décoller plus facilement, de voler assez calmement, tout en ayant quand même vraiment un côté speed, surtout en 13 mètres. Mais bon, disons qu'en 16 mètres, ça reste quand même assez cool. Et après, en descendant dans les tailles de voile, avec l'expérience justement, ce que beaucoup de personnes ont tendance à un peu sauter, là on va beaucoup plus vite, donc ça pardonne beaucoup moins, que ce soit au décollage, à l'atterrissage en vol. On est sur des vitesses qui sont quand même beaucoup plus rapides, et les plus petites ailes de speed vont faire dans les 6 mètres carrés. Ah oui, c'est vraiment petit. Et donc, à part la surface, parce qu'on a quand même des auditeurs, des auditrices qui viennent principalement du parapente, on va essayer de comparer un petit peu. À part la surface, est-ce qu'il y a des différences avec une voile de parapente classique? En termes de profil, c'est une aile de parapente. Donc, c'est pas vraiment une aile de parachute, c'est vraiment une aile de parapente. Et après, en termes de confection, il y a vraiment une différence. Donc, on est sur des ailes avec peu de caissons. Donc, ils vont avoir un profil justement qui va quand même chuter beaucoup plus qu'une aile de parapente. Donc, déjà de par la taille, mais surtout par le profil justement avec moins de caissons, donc avec des ailes qui vont être beaucoup plus rigides vu que beaucoup plus de pression, etc. Moi, j'ai pas envie de m'avancer non plus parce que je suis pas concepteur d'ailes, mais de par mes connaissances avec un peu de temps dans le milieu, donc ça va être des ailes qui sont au final assez simples, donc qui vont gonfler très facilement, qui sont très rigides dans l'air. D'où le côté safe, entre guillemets, qu'on peut entendre des fois, le speed c'est dangereux, mais au final, mon aile, moi je me suis jamais pris le moindre stab sur la tête. Donc on est sur des ailes qui sont très rigides, avec peu de caissons, donc avec une finesse bien sûr moindre qu'un parapente, même des finesses très faibles entre guillemets, mais justement qui permettent d'avoir un vol adapté en fait à la pratique. Donc être près du relief, si on ne veut pas de fermeture, donc avec des ailes rigides, des voiles qui chutent justement pour coller le terrain, que ce soit en speed riding justement avec les skis ou en speed fly avec. Tu as parlé de vitesse, on peut aller à peu près jusqu'à quelle vitesse avec une aile de speed flying? Ouais, ça va dépendre des tailles. Ça dépend de plein de paramètres en fait. Ça dépend du poids de la personne, ça dépend de la taille. Pour un ordre d'idée, on va dire que le speedfly, on va être dans les 80-100 km/h. Et après, on peut aller chercher des vitesses bien plus élevées en prenant de la vitesse en 3-6, pas comme en parapente justement, ou en effectuant des manœuvres un peu dans ce style. Donc on peut aller toucher des 160-170 km/h avec des toutes petites ailes. Ah la vache, et ton record personnel de vitesse?
Moi, je ne suis pas du tout justement dans tout ce milieu-là. Donc, tous ceux qui écouteront ce que je suis en train de dire et qui me connaissent un peu, ils vont rigoler parce que la vitesse, au final, ce qui compte dans ce sport, c'est plus le flow, un petit peu le côté artistique. La vitesse, on s'en fout qu'on aille à 150 ou à 50 km/h. Je préfère faire justement des belles lignes un peu plus doucement qu'aller tout droit et pas faire grand-chose. Donc, moi, je sais pas, je mets même pas justement, on a des GPS maintenant sur les caméras, mais dans les 160, 170 km/h, à mon avis, serait facilement atteignable si je les avais mesurés. Ah, vache, ça doit décoiffer. Vu la surface des ailes de Speedflying, est-ce que ça peut porter assez pour que tu reprennes des ascendances, des thermiques? Alors les ailes, elles sont toutes petites, mais quand c'est vraiment, vraiment fort, ça peut monter, mais ça va être, c'est pas vraiment monter, ça va plus être tenir sur de la restite ou avec des gros thermiques. Par exemple, à plan fait, j'ai pu tenir une fois quasiment un quart d'heure en 9 mètres avec une aile de speed, donc qui était vraiment pas du tout typée mini-voile, parce que c'était fumant. Mais pareil, les ailes sont pas vraiment adaptées, parce que malgré le fait que ça soit solide, en fait, les ailes ne sont pas homologuées comme en parapente, que ce soit ENA, ENB, ENCCC, etc. Elles sont juste homologuées en poids. Et si, par malheur, il y avait une réaction, une fermeture de l'aile suite à un gros thermique, justement dans ces conditions, ben, la réaction serait très violente en fait. On se prendrait, si on se prend une demi-aile sur la tête, on va tout de suite faire un 3-6. Donc, alors qu'en parapente, ça va être juste une légère déviation de la trajectoire. Donc, elles ne sont pas faites pour voler dans des conditions comme ça. Et c'est pour ça qu'en speed, justement, on va voler que le matin en fait en air calme. Donc on commence nos randonnées ou nos vols le plus tôt possible et on arrête vers 13-14 heures parce que justement les thermiques sont trop forts et c'est là que les parapentes reprennent l'espace. Parce que nous, notre pratique devient pas trop dangereuse, mais disons que le vol près du relief va être plus turbulent et ça pardonnerait moins et même c'est pas très agréable de voler quand ça bouge, quoi. Justement, c'est une question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on ressent les turbulences? Comment on les ressent en parapente? En fait, les ailes, vu qu'elles sont beaucoup plus petites, elles vont transmettre beaucoup plus, contrairement au parapente qui sera un peu plus amorti. J'ai fait du parapente, mais pas en voile de compète, donc je n'aurai pas de référence de professionnel, mais une aile de speed va transmettre beaucoup plus, et quand on vole dans 6 mètres dans du thermique ou dans du vent un peu justement d'après-midi, ça, c'est pas agréable. C'est comme quand on conduit sur des nids de poules ou sur des routes de montagne avec une citadine, quoi. Ça, on le sent. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut faire du biplace en speed flying? Alors depuis quelques années, il existe des vols de speed. Enfin, on aurait pu toujours faire du biplace avec des vols enfin faire du biplace speed en prenant une aile et en mettant 2 personnes en dessous. Mais maintenant, ils font justement des ailes un peu plus typées speed où on peut se mettre à 2 en dessous et qui ont vraiment un comportement en fait de speed avec un cône un peu plus court, un comportement plus speaker où on peut faire du speed justement à ski et même à pied. Donc c'est vraiment sympa pour faire découvrir la discipline. J'en fais pas malheureusement de biplace. Je sais pas si des gens aimeraient en faire avec moi au vu des. Tu as une candidate, c'est juste n'importe quoi. Mais en tout cas, on peut en faire et apparemment, ça a l'air sympa. Ok, bah, très bien. Tu as parlé tout à l'heure de l'homologation des ailes de parapente et justement c'était une de mes questions. Donc en parapente, on va avoir des ailes en A pour débuter et puis après en fonction de l'évolution des compétences du pilote, etc., on va passer vers des B, des C et puis au-delà pour les compétiteurs. Comment est-ce qu'on évolue, je pense que tu as un petit peu abordé ça pendant la toute première question. Comment est-ce qu'on évolue d'ailes avec l'évolution des compétences du pilote? Donc on va commencer avec des ailes justement avec une charge à l'air. On peut calculer une charge à l'air pour un peu définir le niveau débutant, donc le poids de la personne par la taille de l'aile. Donc pour une aile vraiment débutant et quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans le speed, une charge à l'air de 5, donc ça fait pour quelqu'un qui pèse 80 kg, un homme, ça va faire du 16 mètres. Ça va être bien pour commencer en ayant une petite expérience en parapente quand même. Et après, plus il faut avoir une pratique quand même assez régulière pour pouvoir descendre et pour pouvoir être confiant en fait. Personne n'oblige à descendre quoi que ce soit. Tout le monde peut pratiquer le speed flying en cesse toute sa vie, mais on va pas être sur le même type de vol et chacun en fait met ses choix où il veut. Donc si on veut justement aller plus vite, aller s'engouffrer un peu plus sur le terrain, on va vouloir descendre et après ça va être beaucoup plus rapide justement dès qu'on va passer sur du 10 mètres, sur du 8 mètres, etc. Et sinon, à part le matériel, est-ce que le pilotage est différent? Parce que j'ai regardé pas mal de tes vidéos et je vois que tu pilotes beaucoup aux arrières. Voilà. Comment est-ce que c'est différent? Ouais. C'est toujours là, c'est un peu mon choix entre guillemets. Chacun pilote un peu comme il veut. Moi, c'est pas une habitude des parachutistes, mais les parachutistes pilotent beaucoup aux arrières.
Et le fait de piloter aux arrières apporte je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais va apporter plus de finesse à l'aile, plus de rapidité. Et c'est ça qui va permettre d'être de mon point de vue en tout cas, plus confiant sur certains terrains. Après, par contre, on a beaucoup moins de ressenti qu'à la commande, on a moins de traînées. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup de vidéos justement qui traitent le sujet en profondeur si les gens sont intéressés, mais le pilotage aux arrières se fait aussi en parapente justement avec les deux lignes que je sache, et ça permet justement d'avoir un plané en tout cas quand on veut transiter, ou même justement nous pour pouvoir coller le relief à une vitesse plus importante. Ça a une finesse de combien à peu près, une aile de speed flying? Alors, les ailes de speed, on va pas être sur des Enzo, donc les finesses, ça va dépendre des tailles, comme pour tout, comme pour la vitesse, etc. Sur des 16, je t'avoue, je n'ai pas beaucoup d'idées parce que j'ai jamais volé en 16. Donc je pense qu'on va pouvoir taper sur du 7-8 quand même. Allez, du 7. Je pense un petit 7 avec une 16. Et après sur les toutes petites, je parle en vitesse, en finesse max. Sur les toutes petites, sur du 4 oui. On se rapproche plus d'un parachute alors. Oui, ça reste des finesses un peu ridicules, mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'on cherche. Et justement, au final, plus elles vont piquer, plus ça va nous intéresser. Et est-ce qu'on vole avec des protections comme un parapente, par exemple un airbag, des mousses, un secours? Alors là, c'est pour tous les gens qui nous écoutent, tous les gens se disent le speed c'est dangereux parce que on est près du relief, ça va vite. Il n'y a pas de secours effectivement. Enfin, il n'y a pas de secours. On peut mettre des secours. Les protections, c'est pareil, on n'en voit pas beaucoup en vidéo, mais tout ça, on peut les mettre. En fait, ça dépend vraiment de la pratique de chacun. Moi, quand j'ai commencé, justement, j'avais une dorsale qui est vraiment bien pour tout ce qui est déquatéro. Le casque, bien sûr, obligatoire. On peut mettre des airbags. Les airbags qui vont des fois un peu gêner quand on est près du sol, mais on n'est pas près du sol avant une certaine expérience. Donc au début, justement, c'est toujours utile d'avoir un airbag. Peut-être qu'on a l'air à la vue des gens un peu moins expérimentés, mais tout le monde a commencé. Et le fait d'avoir un airbag, ça décrédibilise personne et ça permet justement de sauver beaucoup de personnes qui auraient pu être sauvées avec un airbag. Donc on n'a pas de protection corporelle spécifique, on n'a pas de genouillère, on n'a pas on peut mettre des dorsales, mais on n'a pas de coudière ou autre. Et c'est peut-être pour ça que les gens se disent c'est dangereux parce qu'on est près du sol, parce que ceci. Mais au final, le danger, c'est que nous. Et comme je dis toujours, en parapente, je vais faire un peu le parallélisme avec le parapente. En parapente, il y a des éléments extérieurs qu'on ne peut pas obligatoirement contrôler, surtout quand on commence, par exemple les thermiques, les gens autour, un peu comme sur la route, le vent, tout ça, l'aile qui est quand même moins nerveuse, on ne peut pas vraiment contrôler tout ça quand on commence. Alors qu'en speed, on vole le matin, comme j'ai pu le dire plus tôt, sans thermique, sans vent, sans grand monde, parce qu'on va essayer de s'étager souvent sur des vols à plusieurs. Et ce qui fait que le danger, en fait, c'est seulement nous. Genre, si on a un accident, c'est la résultante d'une erreur de notre part. Ça ne va pas être spécialement les éléments qui ont créé cette erreur. Bien sûr, un thermique est une erreur si on se met dedans d'une certaine façon. Mais disons que ça ne va pas être une erreur. Elle aurait pu être évitée, bien sûr. Mais les erreurs en speed sont, de mon point de vue, plus personnelles qu'en parapente. Merci beaucoup Alexandre. Probablement parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a sûrement certains qui veulent se mettre au speed flying ou du moins tester. Alors donc, toute première question, comment commence-t-on la pratique du speed flying? Est-ce qu'il y a des formations dédiées à ça? Alors là, c'est la partie un peu technique. En fait, le speed flying, à proprement parler, c'est, disons, assez difficile de s'y mettre comme ça. Il y a des écoles maintenant qui proposent des cours, mais pour moi, la façon la plus sensée, c'est justement de prendre des cours l'hiver. Parce que l'hiver, on est sur des skis, donc ça va glisser pour décoller, ça va glisser pour poser. Il y a la neige qui va nous pardonner. Et c'est ce que j'avais fait justement quand j'avais commencé le speed riding, enfin la pratique. Donc la pratique du speed riding avec les skis qui justement pardonne plus. Et c'est comme ça que les gens doivent s'y mettre. Il suffit juste d'avoir un bon niveau en ski. Pas besoin d'avoir piloté une aile. J'ai pu en faire à mes parents qui n'ont jamais touché une aile et qui skient depuis tout petit. Donc pas besoin de connaître le maniement d'un parapente ou d'une aile, de quoi que ce soit, de kite ou autre. Et en ayant mis un pied dans le speed riding, on va pouvoir justement transiter un peu vers le vol du speed flying à pied. Je ne sais pas si tu veux vraiment le discernement, mais le speed flying à pied, justement, ça va être de décoller sans les skis avec les mêmes ailes en fait. Donc c'est vraiment, elles vont être un tout petit peu plus, un peu moins piqueuses. Elles vont voler un tout petit peu plus, mais on va devoir atterrir sans ski, décoller sans ski, et tout ça, justement, le fait d'avoir pratiqué sur la neige, ça va aider énormément.
Et toi, comment as-tu commencé? Comment as-tu appris Moi, justement, j'avais commencé à Morzine, donc dans une école dans le Chablais, donc en 2018, avec 2 jours de stage, donc qui permettent déjà de, quand on vient pas du tout du milieu, moi je venais d'arriver en Suisse, je connaissais personne dans ce milieu en tout cas, et ça permet justement de mettre un pied dedans, de voir ce que c'est justement une aile, comment on gère ça, avec un moniteur qui justement sait mettre en confiance, surtout quand justement on sait déjà skier. Et ensuite, comme je l'ai dit, j'ai pu acheter mon matériel un peu sur un coup de tête, chose qui est à faire ou non, mais ça dépend de chacun bien sûr. Et commencer un peu du coup comme ça à l'époque, parce que ça fait quoi, 6 ans, il n'y avait pas vraiment de, on était très peu en fait. J'en remarque là depuis quelques années et ça se démocratise un petit peu. Mais au début, on était très peu. Il y avait des forums sur Internet où on pouvait trouver des informations, des vidéos YouTube, et c'est un peu comme ça que mes amis et moi, on a pu apprendre un peu le speed. Et chacun était dans son coin, on s'est retrouvés au fur et à mesure sur des spots. Et c'est là que on a un peu créé des petits groupes pour justement partager un peu comment sécuriser un peu la pratique. Et tout en étant un peu encadré justement par les pionniers un peu du milieu, donc qui étaient là justement, qu'on buvait leurs paroles parce que c'était pour nous justement un peu ceux qui nous avaient appris, ceux avec qui on avait pu prendre des informations. Et j'ai pu apprendre justement un peu comme ça sur le tas. C'est pas ce que je recommande, mais parce que maintenant justement il y a des écoles, il y a beaucoup plus d'enseignement. Ou même se trouver un mentor ou demander des conseils, ça n'a jamais tué personne, et c'est justement comme ça qu'il faut aller vers la pratique si on le souhaite. Et toi, est-ce qu'il y a des pilotes en particulier qui t'ont inspiré pendant tes débuts? Moi, justement, comme je dis toujours, les vidéos, elles sont là pour nous inspirer. Et, les vidéos les noms, moi, c'est assez connu, tout ce qui est Jamili, Valentin Deluc. À l'époque, c'était un peu, on regardait ça. Moi, quand je regardais ces vidéos, je me disais, mais ce sport est incroyable. Jamais je ferais ça. Ça paraît inaccessible. Ça paraît tellement loin. Et le fait de s'y mettre, tout de suite, on se rapproche. Et le fait de pratiquer, on a la chance ici, en Suisse ou même dans la région de Haute-Savoie, d'être proche des montagnes. Ça permet justement de se rapprocher un peu de ce rêve. Et ça va très vite. Et aujourd'hui, je peux dire que justement, j'arrive à copier les vidéos qui m'ont donné envie il y a 6-7 ans, quoi. Et as-tu eu des mentors en particulier pour t'aider à évoluer? On a eu, il sera fier s'il entend cette vidéo, hein, mais Jérôme justement qui était, c'est lui qui a fait justement un site que justement peu de personnes connaissent aujourd'hui, surtout parce que le site n'existe plus, je crois, Above the Pine, donc qui était un peu la Mecque, enfin la Bible du speedflying, avec plein de conseils, avec plein de tests de voile, avec plein d'endroits pour pratiquer, comment justement on cherche où est-ce qu'on peut faire ça, parce que il n'y a pas de site comme pour le parapente donné pour décoller, donc on décolle un peu où on peut, où on veut. Et là, le fait d'avoir un répertoire, ça nous a vraiment aidé. Et s'il nous écoute, il sera content. Eh bien, merci Jérôme. Quelles sont les erreurs dans lesquelles tombent les débutants lorsqu'ils commencent le speed flying? Notamment, tu peux aussi citer des erreurs dans lesquelles tu es tombé, et comment justement éviter ça et améliorer son apprentissage. Le speedflying, c'est en fait le problème du speedflying, c'est que c'est très simple. C'est droite-gauche. Ouais, c'est comme ça que je résume. C'est pas une voiture, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de vitesse. C'est droite-gauche. On tire à gauche, on va à gauche. On tire à droite, on va à droite. Et on prend très très vite la confiance. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi au début, à beaucoup de personnes. Je me suis heureusement jamais fait mal, disons gravement, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et le fait que ce soit tellement simple, en fait, cette prise de confiance, on oublie que c'est un sport dangereux, et du coup on va pousser alors qu'en fait on commence. C'est comme si demain on commence à conduire et tout de suite on va acheter une Lamborghini. On peut, mais il y a un risque. Et là c'est exactement pareil. On prend la confiance, on achète du matos pas adapté, on va descendre de voile trop vite parce que c'est très simple, parce qu'on décolle facilement, on pose, en l'air ça se passe bien, et l'excès de confiance c'est la principale source d'accident en speedflying. Et quelle est la part de la théorie dans l'apprentissage du speed flying? Parce qu'on en fait beaucoup en parapente. Ouais. La partie théorique, pour les gens qui viennent du parapente, justement, ils vont pouvoir appliquer un peu leur théorie, donc tout ce qui est aérologie, la gestion de l'aile, les décollages, etc. Après, pour justement, c'est le côté un peu négatif des personnes qui viennent du parachutisme. Il n'y a pas ce côté aérologie, ça va plus être la vitesse près du sol, etc. Mais la partie théorique, il y a une partie justement pilotage qui s'apprend un peu au jour le jour en descendant, enfin avec les ailes qu'on a. Mais toute la partie aérologie, elle ne peut s'apprendre qu'en étudiant et qu'en venant du parapente. Et vu que c'est quand même une assez grosse
contraintes entre guillemets quand on prépare un vol, donc de voir les conditions météo, l'orientation des décollages, la brise de vallée quand justement on va vouloir atterrir dans des vallées un peu perdues. Va falloir étudier tout ça et quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout va pas comprendre et c'est là où le parapente est la bonne porte d'entrée. Encore une fois, dans ton interview, tu as dit par rapport à ton métier que tu aimerais bien, encore une fois, c'est ma traduction depuis l'anglais, tu aimerais transitionner vers to more speed flying stuff, donc des choses un peu plus tournées sur le speed flying, comme l'enseignement. Aurais-tu des projets que tu souhaites partager avec nous? Des projets à court terme, disons pas trop, mais à long terme, à voir, pourquoi pas justement. Après, rien n'empêche, bien sûr, de donner des conseils, un peu de coacher les gens sans en faire son métier, juste par plaisir. Et moi, justement, je suis le premier content quand on vient me voir et qu'on me demande des conseils sur comment piloter aux arrières ou comment faire ses premiers tonneaux, etc. Donc, c'est sans vouloir en faire mon métier. Je ne sais pas si un jour ça se réalisera. Après, c'est pas non plus mon rêve. Moi, aujourd'hui, je suis très bien. Mais c'est toujours un plaisir de justement donner des conseils parce que justement au début c'est moi qui ai demandé les conseils et aujourd'hui de pouvoir justement être à la place de celui à qui j'ai demandé, ça fait toujours plaisir et c'est vrai que c'est toujours sympa de donner des tips, de voir les gens évoluer, qu'ils soient justement contents un peu de leur façon de voler. Bon, bah justement, Alexandre, aujourd'hui, il y a quand même une petite partie de ta vie qui est vraiment axée sur le speed flying. Tu es membre de l'équipe officielle de pilotes de Ozone. Comment es-tu devenu pilote officiel de Ozone? Ça s'est fait, c'était en 2019, mais c'était à la Copicard justement. J'avais rencontré un peu la personne qui était responsable du speed chez Ozone et on voyait pas du tout d'aile de speed flying Ozone en France à l'époque. Même le speed n'était pas vraiment démocratisé, moins qu'aujourd'hui du moins. Et je lui avais proposé un peu d'être l'ambassadeur dans la région vu que j'en volais une. Et ça s'était fait, donc assez chanceux parce qu'à l'époque j'avais très peu enfin ça faisait 1 an et demi que je faisais du speed, donc très peu d'expérience. Et ça m'a permis justement un peu de visibilité, disons, au début quand on commence, et après d'avoir accès à du matériel, de pouvoir un peu choisir les ailes qu'on veut. Ils ont pu me faire une aile sur mesure quand j'ai demandé une aile toute petite, un prototype qui n'existait pas. Et tout ça, c'est toujours sympa, justement. C'est la partie sympa qu'une marque peut offrir à des pilotes, surtout dans ce milieu qui est un tout petit milieu. C'était vraiment sympa, et c'est toujours sympa parce que je suis toujours, justement. Et pourquoi Ozone en particulier? Ça s'est fait aussi un peu sur un coup de chance. Je me souviens, j'étais à Verbier en Suisse. À l'époque, j'avais commencé donc avec une 11 mètres carrés de la marque Swing. Donc il y a très peu de marques dans le milieu du speedflying. Si les gens veulent s'y intéresser, justement, ça sert à rien de chercher l'aile parfaite. Au début, quand on commence, on veut une aile à tout faire. Toutes les marques proposent des ailes à tout faire. Et c'est que plus tard qu'on va se spécialiser un peu avec une aile. Donc il y a vraiment 3 grosses marques en ce moment, ce qui va être Swing, Ozone et justement Level Wings. J'avais commencé avec une swing à l'époque, donc une 11 mètres, et j'avais emprunté une ozone d'un ami, et vraiment le style de pilotage était très différent, et ça m'avait vraiment plu, et j'avais acheté suite à ça une ozone, et ensuite c'est fait justement toute la partie sponsoring avec Ozone, et je suis resté chez eux, et Ozone ou d'autres marques sont des très bonnes marques, et justement quelqu'un qui veut s'y mettre, il n'a pas à se casser la tête, il prend une aile adaptée à son niveau, donc de n'importe quelle marque, avec la taille qu'il lui faut, et ça sera parfait pour commencer. Alexandre, dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais du speed flying? Qu'est-ce que ça t'apporte? Le speed flying, ça m'a apporté beaucoup. Quand je suis arrivé justement en Suisse, j'ai travaillé en fait pendant 2 ans dans toute la partie justement un peu bancaire trading. Et après, j'ai arrêté de bosser avec le Covid pendant 3 ans. Donc pendant ces 3 ans, on peut dire que ça m'a beaucoup occupé. Donc j'ai fait vraiment que ça, donc avec Ozone, avec de moi-même, avec des amis. Donc j'étais toujours à droite à gauche sur des décos, à faire des vols sur des sites l'été, à faire du speedrunning aussi l'hiver, des vols rando. Et c'est un peu, disons, grâce à ce temps alloué au speedflying que faire du volume, en fait, c'est ce qui permet de progresser. Et en faisant autant de volume en 3 ans, ça permet énormément. Donc ça m'a vraiment changé. Et si j'avais continué de travailler et fait du speed que le week-end, ça aurait été mon petit passe-temps, mais jamais j'aurais pu faire ce que j'ai pu faire aujourd'hui en termes de vol. Et quand tu voles, justement,
J'imagine que lorsqu'on fait, même en parapente, lorsqu'on vole, on réfléchit uniquement à ce qu'on est en train de faire et ça permet de se déconnecter. Mais le speed flying, c'est quand même un autre niveau. J'imagine que c'est une déconnexion totale. Qu'est-ce que ça te procure? À quoi est-ce que tu penses avant et après avoir volé? Ça fait quoi dans ton cerveau? On se déconnecte pendant 2 minutes. Donc, c'est 2 minutes de déconnexion. C'est moins long qu'en parapente, mais c'est déjà ça. Pour moi, c'est vraiment la concentration en fait durant un vol qui va être. En fait, c'est cette déconnexion tout en se concentrant qui est incroyable. Faut essayer pour comprendre. C'est justement pour ça que les gens doivent essayer. Et je recommande à tout le monde d'essayer, que vous venez du parapente, enfin que vous veniez de rien en fait, d'essayer tous ces sports, que ce soit le parachute, le parapente, le speed, le kitesurf, tous ces sports un peu différents, un peu aériens, où on se sent beaucoup plus libre, qui vont justement changer entre guillemets des vies, parce qu'après on va leur allouer un temps incroyable et faire que ça, si on a l'opportunité bien sûr d'être dans une région qui le permet. Et le speed flying, oui, moi ça m'a apporté justement ce côté un peu libre, que j'étais pas spécialement fan de montagne. Là-bas, j'étais jamais allé à la montagne l'hiver, alors qu'on a justement un appart dans les Alpes du Sud, mais on y allait que l'hiver. Et l'été, j'étais jamais allé. Et là, je découvre la montagne l'été avec tout ce que ça a à offrir. Et justement, le speed flying combiné à la montagne l'été, c'est pour moi le summum de ce que j'aime en fait. Merci beaucoup Alexandre. Avant de continuer en parlant justement de la sécurité, on va faire un petit, alors ce que Carole appelle le croc, que j'appelais au départ la course contre la montre. Donc croc, question à réponse obligatoirement courte. Donc on va mettre un petit minuteur de 5 minutes. Pour rappel, on a une liste de questions qui sont à réponse fermée ou en tout cas courte. Et si au bout des 5 minutes, tu n'as pas fini de répondre à toutes les questions, c'est pas grave, on s'arrête, c'est le principe. Hop. Alexandre, quelle est ton aile préférée? J'ai envie de dire une ozone. Hein. Oui, mais laquelle? Un rapido. Quel est ton site de vol préféré et pourquoi? La Suisse, vers l'Oterwounen. Et pourquoi? Parce que c'est incroyable, il faut y aller. C'est des lignes féeriques avec du dénivelé, des cascades, c'est magnifique. Je veux bien te croire. Est-ce que tu as une ressource, donc un podcast, un livre, une musique ou quoi, qui t'a aidé dans ta vie de pilote à suggérer aux auditeurs et aux auditrices? Non. Sauf Above the Pine, comme j'ai pu le suggérer, mais je crois qu'il n'existe plus, donc c'est dommage. Le vol que tu as le plus kiffé de ta vie? Le plus kiffé, je pense que c'est récemment en Italie, en septembre, sur la grosse ligne de wingsuit de Death Star, qui est une ligne de wingsuit que je regardais depuis 3 ans quasiment, où j'ai voulu y aller, les conditions ne le faisaient pas, mon temps ne le permettait pas, et c'était le meilleur vol, je pense, en termes de sensations. Es-tu un décroché? As-tu déjà connu un décrochage involontaire? Oui, en speed. Et ça s'est fini comment? 2 même. Un bien et l'autre moins bien. Ça s'est réouvert et l'autre ça s'est fermé et je suis tombé dans une pente. Ah, j'espère que tu t'es pas fait trop mal. Non, sinon je serais pas là. Le vol que tu rêves de faire? Bon, la ligne, du coup. Je peux pas le dire ça. C'est secret. Okay. J'ai des projets. Ton objectif ultime en speed? Pas d'objectif particulier, juste faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, avec les personnes qui sont autour de moi. C'est pas d'objectif, des objectifs à court terme, mais j'ai vraiment pas de goal à atteindre. Voler seul ou avec des copains? Toujours avec des copains, pour la sécurité et parce que c'est plus cool. Voler au lever ou au coucher du soleil? Au lever du soleil, parce que ça thermique pas et que même si je suis pas du matin, il faut pas que ça bouge et c'est quand même plus calme à 10h du matin. Ton meilleur souvenir en speed flying? Ce serait pendant le Covid, quand on avait fait l'autre grosse ligne justement, un canyon pareil, mais il y avait personne parce que c'était le Covid, il y avait un coucher de soleil, il faisait super beau, enfin tout était aligné quoi. Une question, mais je pense que ça concerne un peu plus le parapente, c'est voler en montagne, en plaine ou en bord de mer? Alors, en bord de mer, j'aimerais bien. En speed, ça se fait bien quand il y a du vent en soaring. Malheureusement, on est un peu loin ici. Il y a des spots en montagne, mais j'ai jamais eu trop l'occasion, donc je vais dire montagne. Ok. Bon, là, je pense que ça rejoint aussi le secret, c'est le pays où tu rêves de voler. Le pays où je rêve de voler, ça a été fait, c'était Norvège. C'était Norvège il y a 2 ans. Peux-tu nous raconter une anecdote drôle liée au speed flying qui t'est arrivée? Drôle.
Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est pas très drôle le speed, hein. Non, justement, quand on était en Italie, un jour, on atterrit après avoir volé la grosse ligne et on s'est fait reconnaître par nos ailes, justement, par des parapentistes. Et ils nous ont invités au resto italien. On a mangé comme quatre avec un ami qui. Mais on s'est gavé. Voilà. Et c'était cool, on s'est tout fait payer. Donc on a profité, justement, grâce au speed. Est-ce que tu as un rituel avant de décoller? Oui. Tout ce qui est préparation et un peu se mettre dans ma bulle, un peu mettre justement mon masque, parce que je joue avec un masque et pas des lunettes, pour un peu être isolé du monde, checker tout et penser qu'à ça quand on est prêt à y aller. Et as-tu, si oui, lequel, un objet fétiche sans lequel tu ne vas jamais? En vrai, l'été, j'ai mon short de speed. Ma doudoune, pour le coup, ma doudoune de speed que je mets hiver et été. J'espère que tu la laves entre-temps. Et qui m'accompagne tout le temps. Tu voles pour la sensation ou pour la contemplation? Voilà, je pense qu'on a notre réponse. Ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Ce serait la contemplation, pas vraiment. Et les sensations, pas non plus. Plus pour le flow avec la montagne, plus pour trouver justement les lignes les plus harmonieuses ou être un peu, pas surpiloté en fait, vraiment laisser son aile glider où elle veut. Et plus pour ce côté-là. Un nombre d'heures de vol par mois ou un nombre de vols? J'ai pu en faire beaucoup quand je travaillais pas, mais là, en travaillant 5 jours par semaine, on en fait moins. Et ça se compte pas vraiment en heures, parce qu'en speed, on va être plus en minutes. Même avec une bonne semaine de speed, ça va même pas se compter en heures. Mais disons qu'en volant le week-end 3-4 fois, c'est bien. Le minuteur, voilà, on a écoulé les 5 minutes. Merci beaucoup pour tes réponses, Alexandre. On va revenir un petit peu au déroulement de notre épisode. On va faire un point sécurité. Déjà, première question, c'est as-tu peur quand tu voles? Est-ce que cette peur est passée avec le temps? Ça se passe comment, cette gestion? Justement, la peur est ce qui nous maintient en fait en vie, parce que le fait de voler souvent met de la confiance et justement enlève cette peur. Et là, justement, en répondant aux questions de tout à l'heure, les 3-4 vols par week-end, ils y sont pas trop en ce moment parce que je vole moins. Et là, le fait d'avoir pas volé, par exemple, pendant 8 mois quasiment, ou très peu en tout cas, on retrouve ce stress, on retrouve cette pression comme au début. Et c'est ça qui justement permet de faire, je trouve, des décos en sécurité, parce que on s'assure que tout aille bien, alors que quand on vole, justement, tous les jours pour le coup, c'est la routine. Et la routine, c'est là où il y a les accidents. Et justement, en parlant d'accidents, quels sont, selon toi, les plus grands facteurs de risque liés à la pratique du speed flying? Comme je l'ai dit, l'excès de confiance qui amène à surpiloter, à vouloir trop engager. Les risques, bien sûr, ils sont comme au parapente, que ce soit au décollage, en vol et à l'atterrissage. Sauf que l'atterrissage, enfin justement le décollage, l'atterrissage, on va aller beaucoup plus vite, ça va porter beaucoup moins. Donc il y a un gros facteur ici. Et en vol, bien sûr, vu qu'on va être près du relief, si jamais ça tape, vu qu'on n'a pas de secours, ça va taper tout de suite. Et c'est là où il peut y avoir des accidents justement. Et est-ce qu'il t'arrive, face à l'engagement, est-ce qu'il t'arrive parfois, ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé, de remettre en question ta pratique du speed flying? Est-ce que tu t'es fait peur et tu t'es dit, bon, peut-être arrêter Je me suis beaucoup fait peur justement au début, quand je me suis dit ça y est, je maîtrise, et qu'en fait pas du tout. Je me souviendrai toujours, ça faisait une semaine que j'en faisais et j'ai envoyé des tonneaux au Salève en dessous de Genève, et en rentrant chez moi, je me suis dit c'est vrai que c'est quand même engagé ce sport, alors que j'avais rien à faire. À faire ça en fait. Et ce côté-là, c'est ça qui mène à des accidents. J'ai eu la chance de jamais m'être rien cassé. J'ai fait des erreurs un peu bêtes au début, mais après, avec l'expérience, disons qu'on se fait moins peur et justement on est plus en confiance, mais c'est une confiance maîtrisée et on sait que les lignes peuvent paraître extrêmes, etc. Mais je me fais moins peur sur une ligne aujourd'hui qu'au début quand j'ai commencé à faire n'importe quoi. On referme cette parenthèse sécurité, on passe sur voilà, une partie un peu plus joyeuse, où on va essayer de donner des conseils justement aux pratiquants. D'abord, les sites de speed flying. Déjà, qu'est-ce qu'un bon site? Comment puis-je reconnaître si un site est accessible à mon niveau ou pas? Et aussi, tu as dit lors de ton interview qu'il y a des sites pour s'entraîner et des sites pour voler. Donc, est-ce que tu peux développer toutes ces nuances? Exactement, on a tous les sites justement qui vont être accessibles assez facilement, que ce soit en autostop, enfin en covoiturage ou en remontée mécanique l'été.
ou l'hiver justement. Donc par exemple, pour ceux qui sont en Haute-Savoie, ça va être tout ce qui est plan fait. Donc là, on peut monter en covoiturage. Et par exemple, Val d'Isère, on va pouvoir prendre les cabines. Donc ça va être des endroits où les décollages sont assez safe, où déjà il y a du monde, donc c'est assez rassurant, avec des atterrissages officiels, avec des vols qui sont, disons, bien pour commencer. Donc ça va être les types de vols que je recommande, que tout le monde va faire en commençant, parce que justement, on s'y sent bien. C'est là qu'on prend du volume, c'est là qu'on prend la confiance, c'est là qu'on s'entraîne. Et après, une fois qu'on a justement développé nos capacités en vol, on va aller les mettre en application sur du terrain un peu plus hostile. Donc là, sur des vols randonnés, où on va être tout seul en haut, enfin, si on décolle en dernier, même si on est entre amis, à la fin, on est tout seul. Donc c'est pas la même chose. On va être avec du vent plus technique parce que souvent les décos sont beaucoup plus hauts. On va être sur des environnements quand même plus hostiles avec de la roche. Et tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas une première expérience de vol un peu sur site, quoi, comme en parapente. Et devant une nouvelle ligne, est-ce qu'il y a une sorte de préparation mentale? Est-ce qu'on fait de la visualisation? Est-ce qu'on va faire un vol plané simple pour faire de la reconnaissance? Parce que moi, quand on ne connaît pas un site. Là encore, c'est toujours pareil, il y a deux écoles. Moi, personnellement, justement, un nouveau vol, quand on ouvre un nouveau vol, donc il faut savoir où on va décoller, savoir où on va poser, savoir si on peut justement faire les transitions donc, du décollage à opposé, parce que les ailes ne volent pas beaucoup. Donc tout ça, il faut l'étudier, il faut calculer. Donc on se sert des applications d'aujourd'hui, Google Maps, FatMap, etc. Et ensuite, lors d'un vol, certaines personnes... Enfin, moi, personnellement, je sais que je vole un peu à vue et je vais me lancer directement dedans. À recommander, ce serait toujours mieux de faire un vol un peu de reconnaissance. Mais c'est comme je dis toujours, notre voiture, quand je croise quelqu'un qui arrive en face de moi dans une petite ruelle, je connais ma voiture, je sais si ça passe. Là, c'est un peu pareil. On a notre aile, on sait qu'elle passe et avec l'expérience, on peut, entre guillemets, y aller un peu à vue. Ça fait bizarre quand on le dit comme ça, mais tous les vols que j'ai faits n'ont jamais été reconnus au préalable. Tu en as déjà cité quelques-uns auparavant, mais est-ce que tu peux conseiller quelques sites pour débuter le speedflying? Pour ceux qui habitent justement en Haute-Savoie, il y a pas mal de sites qui sont accessibles et sains. Donc on a toute la partie des Araviers avec le Grand Bornand, la Clusaz, qui sont vraiment parfaits pour commencer. Toute la partie un peu Chablais, donc avec Morzine, Tolon-les-Mémises, où pareil, il y a du cabine, ça monte très rapidement, on peut enchaîner les rotations, donc ça va être parfait pour commencer. Dans le plus au sud, on va avoir les deux Alpes, bon cette année on va pas en parler, mais et Val d'Isère, qui vont être des sites où on peut faire des vols un peu plus gros, donc avec plus de dénivelé. Qui vont être bien aussi pour commencer. Et après, au-delà de ça, Chamonix, bien sûr, il y en a un peu partout, des remontées l'été, faut les trouver, faut les chercher. Et au-delà de ça, après, bien sûr, il y a les vols en rando qui sont encore plus nombreux et encore mieux, bien sûr. Alexandre, pour faire le parallèle avec le parapente, on va avoir du gonflage au sol, par exemple, pour s'exercer, travailler le face-voile, etc. Est-ce qu'il y a des exercices comme ça pour travailler son pilotage en speedflying? Le gonflage, pour le coup, ça peut paraître tout bête avec une toute petite aile parce que on la monte au-dessus de la tête, elle tient. Donc ça, c'est très simple. Mais ça permet, vu qu'elles sont très légères, on les sent un peu moins en fait que les ailes de parapente et ça permet d'être confiant au déco sans regarder l'aile. Moi quand je me lance, elle est derrière moi parce qu'on fait très peu de face voile, il y a rarement du vent et quand on l'a derrière soi et qu'on court avec une aile qui fait 6 mètres carrés, on la sent pas et du coup le fait d'avoir fait énormément de gonflage par vent fort, en faisant un peu des exercices d'acrobate, que ce soit des petits 3-6 au sol, etc. Ça permet, ou de la marche arrière, ça permet d'avoir un bon feeling avec l'aile et même si au final on fait pas de décro ou autre, il y a un toucher d'aile qui est un peu moins fort qu'en accro par exemple, on va avoir quand même une nécessité de savoir gonfler une aile et ça aide vraiment de bien connaître son aile quand on est sur des décollages assez chauds. Ouais. C'est une question un petit peu bête, mais est-ce qu'il est possible de gonfler de travers comme un parapente avec une aile aussi petite? On peut gonfler, on peut même gonfler avec du vent de cul, justement, comme on dit. Hein. On peut même décoller, parce que vu que l'aile est toute petite, elle va gonfler directement. Et quand on va courir, elle va nous suivre. Donc ça se fait, c'est pas recommandé, parce que on la sent déjà pas quand elle est au-dessus. Là, je parle pour les toutes petites tailles, bien sûr. Hein. Avec une 16, on la sent bien, avec une 13, on la sent bien, mais après, c'est vrai qu'on les sent moins. Et du coup, ça se fait. Ça tout se fait, hein. On peut décoller justement comme Théo Deblic au lac de Garde avec un bon vent de cul avec son aile, mais Oui. c'est pas recommandé, mais ça se fait. Et c'est pareil en speed.
Alexandre, en parapente, il nous arrive parfois de renoncer. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. On arrive au décollage, on se rend compte que les conditions sont beaucoup plus animées que ce qu'on peut gérer. Est-ce qu'il y a la même chose en speed flying? Est-ce qu'il y a le renoncement? Et exactement la même chose et j'ai envie de dire presque en pire parce que là pour le coup, j'ai une anecdote justement qui est parfaite. On était dans la vallée de Lauterbrunnen en Suisse avec une vallée très étroite. On se prévoit un vol rando très long, donc 4 heures de randonnée. C'était en novembre donc avec de la neige. Donc on est parti tard, le soleil se couche tôt. Donc on part le matin, mer de nuages. Donc mer de nuages, on se dit bon elle va s'ouvrir, il fait grand bleu. Ok, on continue dans la neige, etc. Et fort. Surtout moi qui suis pas très doué en randonnée pour ceux qui me connaissent. Du coup, on arrive en haut, vers 13-14 heures, et la mer du nuage est toujours là. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on prend 4 heures pour redescendre dans la neige, avec la fatigue, avec le soleil qui va justement bientôt se coucher, on n'avait pas de frontal, dans le froid, ou est-ce qu'en 2 minutes, parce que du speed, est-ce qu'en 2 minutes on est en bas, mais il faut traverser un nuage? Et là, le choix, quand on l'a jamais vécu, ça, tout le monde là dans son canapé se dit moi je redescends 4 heures, je préfère faire 4 heures de descente que voler. Mais c'est pas si simple en fait. Et en parapente, je pense que c'est pas simple non plus, ça dépend des conditions. Mais là, du coup, pour le coup, on avait décollé. 1 minute à l'aveugle dans un nuage, en speed flying, dans une vallée qui est étroite, qui est vraiment pas large sur un vol rando. C'était du suicide, mais on le savait. On le savait, oui et non, mais on l'avait choisi et c'était traumatisant. Et pour le coup, maintenant, plus jamais je ne volerai sans que je sache où atterrir, enfin que je vois latéraux. Et plus jamais je volerai justement avec des conditions qui ne le permettent pas. Et il faut savoir renoncer, et c'est justement important parce que un vol de 2 minutes, c'est même un vol de 3 heures. C'est la vie, c'est un accident, là, que ce soit parce que si ça tape, c'est des vitesses qui vont vite, c'est un environnement hostile, c'est pas du beau à la sortie. Donc, il faut savoir renoncer et il faut vivre des fois, justement, avoir un peu des jokers, ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à d'autres gens, avoir des jokers qui disent ah tiens, là, t'as eu chaud, t'es pas puni, mais bon, tu t'en prends une belle, quoi. Et ça aide bien justement pour progresser en sécurité, si on a la chance d'en avoir. Alexandre, peux-tu partager avec nous ton b.a.-ba de la sécurité, donc tes 3 meilleurs conseils pour bien évoluer, bien apprendre le speed flying en sécurité? Le speed flying, c'est vrai que du premier abord, on se dit toujours c'est dangereux, quand on voit les vidéos, ça va vite, etc. Mais justement, ça reste quand même assez accessible et ça reste assez safe si on s'y prend bien. Donc pour commencer, justement, comme j'ai pu le dire, commencer avec une taille raisonnable. Des 16 mètres, ça reste des mini-voiles, entre guillemets, donc c'est assez docile. Et après, justement, avoir une pratique assez régulière, pas s'enflammer. Et si on veut justement pousser, moi ce que je recommande justement aux pilotes qui veulent vraiment s'y mettre, c'est de descendre de taille de voile tout en restant sur les mêmes modèles. Parce qu'on va garder le feeling de l'aile. Donc c'est comme si on, j'ai pas d'Audi R8, mais si on a une Audi R6 et une R7 et une R8, ça va être le même modèle, mais ça va être un peu le même feeling au volant. Donc là c'est pareil, on va être sur le même feeling en l'air, tout en ayant plus de réactivité, plus de nervosité. Et c'est ça justement qui va permettre de plus progresser qu'une personne qui va vouloir changer de modèle d'aile tous les 6 mois, ou qui va vouloir et en même temps de ça justement descendre de taille. Et là on se perd un peu parce qu'il va avoir un nouveau style à apprendre de pilotage, plus une vitesse nouvelle. Alors que justement si on reste sur un même modèle tout en descendant, là on a une progression vraiment pour moi parfaite. Et c'est justement en fait ce que j'ai fait, et c'est je pense qui m'a permis justement de bien connaître mon aile actuelle. Lorsqu'on débute dans n'importe quelle pratique, on a tendance à vouloir assez rapidement imiter ce qu'on voit sur les réseaux. As-tu quelque chose à dire sur l'effet YouTube ou réseaux sociaux à nos auditeurs qui commencent le speed flying, justement en regardant les vidéos de speed qui peuvent être vraiment très très belles? L'effet YouTube, c'est pareil, il y a un bon côté en fait, et il y a un mauvais côté. Le bon côté, c'est que quand on voit justement des personnes qui disent oui, il faut pas poster ça sur les réseaux parce que c'est dangereux, etc. Moi, quand je vois un Verstappen conduire sa F1 à 500 à l'heure sur un circuit, je vais pas vouloir faire pareil que lui. Donc, faudrait être bête entre guillemets pour se lancer sans avoir aucune expérience. Mais du coup, ça donne envie en fait. C'est ça qui est sympa. Moi, si j'aurais jamais fait de speed, si j'avais jamais vu de vidéo justement de Jamie ou de Valentin à l'époque, parce que c'est des toutes petites, c'est un sport un peu de niche. Il y a très peu de pratiquants, c'est très difficile de s'y mettre quand on connaît pas. Et du coup, c'est ces vidéos en fait qui m'ont poussé et qui poussent les gens à s'y mettre. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à un peu cet effet YouTube qu'il y a
que les gens vont vouloir s'y mettre, mais le mauvais côté pour le coup, c'est que on voit ça, on se dit je veux faire pareil, je peux faire pareil, et malheureusement ça demande des années d'entraînement. Et c'est là que justement les accidents peuvent arriver, parce que vouloir voler près du relief, c'est très simple, comme je l'ai dit, le speed est très simple, mais vouloir voler près du relief en sécurité, c'est autre chose. Et justement, l'effet YouTube, il a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc si on résume, il faut avoir conscience de son propre niveau, voler un matériel qu'on peut maîtriser, être très responsable et surtout se faire plaisir sur les lignes. C'est comme en parapente en fait, c'est comme tous les sports, il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est un sport disons assez jeune, mais je connais plein de personnes disons plus âgées qui en font, donc il n'y a pas d'âge, chacun a sa pratique, il y en a qui aiment bien voler cool, il y en a qui aiment bien voler un peu plus vite, il y en a qui aiment bien voler dans des trucs très étroits et qui font peur, chacun trouve son plaisir où il veut et ça n'empêche justement personne de s'amuser, de voler en groupe, de se mélanger, et c'est justement un sport où il y a une communauté. Et ça, personne ne le saura s'il ne s'y met pas, une communauté incroyable. Et c'est en partie pour ça que, justement, je fais du speed. Très bien, Alexandre, merci beaucoup. Peut-être une dernière question un peu plus prospective. Tu peux répondre comme tu le souhaites. Comment vois-tu l'avenir du speed flying et qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître dans la communauté des speedeux, dans l'organisation, voilà, tout ce que tu as envie de voir éclore? On a déjà des belles ailes, il y a un gros progrès sur tout le matériel depuis des années, que ce soit en parapente, en speed ou autre. Là, les ailes, elles sont quand même très performantes. Après, le niveau, ça va il va avoir un peu un palier par rapport au niveau du pilote, je pense. Et comme toujours, le niveau, c'est pas le but de pousser toujours plus, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc les ailes perf, ça permet justement aux meilleurs de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions, mais elles permettent aussi justement aux débutants de s'y mettre dans les meilleures conditions, donc d'avoir des ailes safe, qui se ferment pas, qui sont justement très accessibles. Et ce côté-là, ça a vraiment justement éclaté dans les dernières années. On voit beaucoup plus justement de nouvelles, les nouvelles marques qui s'y mettent et qui proposent des ailes beaucoup plus adaptées aux débutants. Après, il y a des événements justement un peu partout dans le monde qui regroupent des pilotes. On a en Norvège l'Extreme Sport Veko, qui est un festival qui regroupe tous les sports extrêmes, où il y a justement beaucoup de speed flyers, de parachutistes, etc. Donc des petits événements comme ça, organisés avec quand même un peu une sécurité autour, qui vont permettre de rassembler du monde, parce que c'est un sport, comme je l'ai dit, de niche, on n'est pas beaucoup, et de pouvoir rassembler 50 pilotes de speed flying, c'est incroyable. Donc c'est ce genre d'événements justement qui sont sympas à vivre, et oui, la communauté est incroyable, et c'est pour ça qu'il faut essayer. Très bien, merci beaucoup pour cet échange, Alexandre. En tout cas, ça m'a bien donné envie. Merci beaucoup à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Alexandre, aurais-tu un mot pour clôturer cet épisode? J'ai envie de dire à bientôt sur Indeco. Et ouais, il faut essayer, il faut se lancer. Il y a des peurs à affronter au début, comme tout le monde. Et justement, moi, le premier au début, je me disais jamais je ferai de speedfly, jamais je volerai sans secours. Et au final, les choses se passent comme elles doivent se passer, et je ne serai jamais aussi heureux, je pense, que depuis que j'ai commencé le speed. Eh bien, en tout cas, on voit bien la passion que tu as, Alexandre. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je ne sais pas pour vous, mais il m'a donné vraiment envie d'aller tester le speed. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des notes sur les plateformes d'écoute, ça me motive énormément. Et à vous abonner sur Instagram à les.décrochés. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bons vols.